Coucou. Troisième partie du coup sur les vidéos sur la dysphorie de genre de VA+. C'est parti. C'est parce qu'il faut que ça rentre dans la norme, qu'on en arrive à dire que c'est une... Alors, aborder, si vous voulez, le cas des enfants transgenres. Alors, ils peuvent être diagnostiqués assez jeunes, même avant la puberté. Et justement, là, c'est là que les médecins estiment qu'il faut profiter que la puberté ne soit pas encore là pour administrer des bloqueurs afin de pouvoir orienter l'évolution biologique de l'enfant vers... vers le genre dans lequel il se sent appartenir. Donc avec des bloqueurs, des médicaments, quelle est la conséquence pour ces enfants qui auront ces bloqueurs de puberté et qui du coup vont être... les médecins disent que c'est pas forcément réversible. Quelle est la réalité de ça? Alors, effectivement, ce qu'on dit aux parents et ce qu'on dit aux enfants, c'est que c'est purement réversible. Les bloqueurs de puberté sont utilisés normalement, donc ça c'est selon l'autorisation de mise sur le marché, pour bloquer une puberté qui arrive trop tôt, et donc c'est prévu pour être donné peu de temps, enfin voilà. Une année, pour ralentir. Un enfant qui aujourd'hui a une puberté à l'âge de 9 ans, ça pose un problème pour lui. Donc on lui donne à ce moment. Ça c'est le cadre habituel. Là, on donne à des enfants qui vont bien, qui n'ont absolument, qui ont 11, 10, voilà, qui arrivent vers... Donc il arrive de la puberté, et on leur explique que c'est purement réversible. C'est pas... Alors effectivement, si ensuite on ne prend pas d'hormones croisées, l'enfant va pouvoir reprendre un développement. Mais on ne sait pas exactement ce que peuvent produire ces bloqueurs de puberté dans le corps de l'enfant, parce que ça n'a pas été étudié. Quand ça a été donné à ces doses-là, à ces quantités-là, sur ces durées-là, on suspecte que ça puisse avoir des effets sur la santé. Ça fait beaucoup de suppositions pour Babokoun. Bref, donc tu veux dire que pour l'instant, aucune étude n'a montré que il y avait des effets négatifs. Pour l'instant. Après, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, je n'ai jamais eu de bloqueur de testostérone. Mais oui, enfin, le but c'est de donner le temps en fait pour permettre de voir s'il y a résolution de la dysphorie de genre ou pas. S'il y a résolution, bah, on arrête... Enfin, dans tous les cas, on va arrêter oula, je suis navré. Bref, les médicaments. Et puis ça va revenir comme avant. Et si effectivement l'enfant... a toujours le besoin de changer de sexe, bah ça lui évitera justement de passer par des opérations qui peuvent être pénibles. Notamment pour les femmes avec l'ablation des seins ou des choses comme ça, bref. Donc bon. Concernant les effets secondaires, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il peut en avoir? Sûrement. Mais après, c'est comme tout en fait. Si tout est une question de balance risque, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes se focus juste sur les effets secondaires qui peuvent arriver très rarement. De toute façon, on l'a vu sur le vaccin, où effectivement, sur de très rares cas, ça pouvait causer des problèmes de santé. Mais dans l'écrasante majorité des cas, bah, ça va être bénéfique. Donc voilà, il faut toujours avoir en tête cette balance bénéfice-risque. On ne sait pas exactement. Alors, qu'est-ce que sont les hormones croisées que vous avez mentionnées? Après les bloqueurs de puberté, donc c'est pour arrêter les premiers signes de la puberté, la voix, la pilosité, etc. Après quelques années, on donne des hormones croisées. En France, on n'en donne pas tout de suite, contrairement à d'autres pays. Ce sont des hormones ou de la testostérone, par exemple, pour une jeune fille. Il s'agit d'obtenir des hormones de l'autre sexe pour avoir ce qu'on appelle les caractéristiques sexuelles secondaires. Donc, effectivement, toutes les transformations musculaires, etc., qui peuvent avoir lieu au moment de la puberté. Est-ce que le corps médical prend suffisamment de recul sur le remède à la dysphorie de genre qu'est la transition? Alors en France, il y a peut-être plus de garde-fous. Est-ce que vous pouvez citer peut-être les exemples du Canada ou la Suède où très tôt, peut-être le corps médical a manqué de recul ou très vite s'est tourné systématiquement vers un remède comme ça? Alors oui, effectivement. Dans les pays nordiques, ça s'est fait de façon très progressiste. Et clairement, aujourd'hui, on en voit les effets. Alors, ce sont des enfants qui, ayant pris des hormones croisées, donc là, c'est vraiment l'effet, c'est ce qu'on ne dit pas. À ce moment-là, c'est irréversible. C'est-à-dire, si vous n'avez pas eu votre puberté normale, enfin, qui correspond à votre sexe, et qu'ensuite vous prenez des hormones croisées, vous serez stérile. Enfin, vous n'avez pas pu développer, de toute façon, de quoi ensuite
produire des spermatozoïdes. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet, c'est possible. Etc. Donc, ça c'est irréversible, oui. Ça n'a pas eu lieu, et ça n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de moment de rattrapage. Ça n'aura pas lieu. Et il y a après des conséquences, évidemment, là, en revanche, sur la santé. On sait que là, ça a des conséquences. Ça fragilise les corps. Et on sait aussi que ce sont des personnes qui, toute leur vie, devront prendre ces hormones croisées, parce que sinon, le corps reprend le dessus, évidemment. Donc, ça, c'est pour les conséquences. Alors, en Suède, c'est très intéressant de voir qu'en France s'impose le modèle, ce qu'on appelle le modèle affirmatif, hein, de l'affirmation de genre, c'est-à-dire il faut croire l'enfant sur ce qu'il dit et choisir tout de suite, eh bien, en tout cas, refuser absolument une option psychothérapeutique et puis tout de suite donner des hormones. C'est ce qui s'est passé en Suède. D'où ça vient ça? D'où ça vient de oui, il faut tout de suite passer par les hormones, etc. Non, il y a beaucoup en fait de choses qui se passent avant. Et c'est nettement plus complexe. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe en Suède, ou etc. Mais par exemple, j'ai vu des expériences de personnes trans, justement, qui sont passées par... qui ont eu des choses, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, je crois, en Australie, bref. Et ce qu'il en ressort, c'est que avant même d'avoir accès à des bloqueurs hormonaux, d'ailleurs certains n'y ont pas eu accès, il y a des années de thérapie. Et ce que beaucoup de personnes oublient de dire, c'est qu'avant, pour aider les enfants, on fait une transition sociale, c'est-à-dire qu'on va changer de prénom, on va changer la coupe de cheveux, on va changer ses vêtements, et puis voilà. Et puis le but, c'est aussi de voir, effectivement, est-ce qu'en faisant ce changement social, est-ce que ça va mieux dans un certain point ? Et puis, le but, c'est d'aider. Et le but, c'est de voir, justement, c'est de diagnostiquer est-ce qu'il y a dysphorie de genre. Et s'il y a dysphorie de genre, on entame la transition. Mais s'il n'y a pas de dysphorie de genre, on n'entame pas la transition. C'est pas aussi truc, ma fille a dit que elle voulait être un garçon, hop, du jour au lendemain, on prend des hormones. Non, ça n'existe pas. C'est ce qui s'est passé notamment en Angleterre, et le cas de l'Angleterre est particulièrement intéressant parce que c'est celui qui a eu le plus de presse. C'est la fameuse affaire Kerabel, qui elle, effectivement, est stérile. C'est une jeune femme devenue garçon, en tout cas qui a fait cette transition-là, qui veut faire le chemin inverse. Et donc aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a une prise de conscience qui est faite. Mais c'est comme tout. À chaque fois, en fait, si vous prenez... On va prendre 100 personnes. On va dire qu'il y a 100 personnes qui ont dysphorie de genre et il y en a une qui n'en a pas. Au bout d'un moment, vous allez voir, dans 99% des cas, ça va bien se passer. Et dans le cas où ça va mal se passer, oui, c'est triste. Mais ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Que ce soit les erreurs de diagnostic ou des... Bref. Mais c'est triste, oui. Et c'est pas parce que pour une personne, c'est mal passé... que ça s'est mal passé pour les autres. Et si ça se trouve, dans l'immense majorité des cas, ça aurait été bénéfique. Donc bon, ce n'est pas parce qu'on peut trouver des contre-exemples et des moments, des personnes pour qui ça n'a pas marché, que ça ne marche jamais. Et on arrive toujours dans ce truc de dire, oui, regardez, les personnes qui les transitionnent. Oui, il y en a, malheureusement. Mais dans la très grande majorité des cas, les personnes qui font une transition en sont contents et ils se sentent mieux. Et qui interdit progressivement que les enfants ne commencent de transition si tôt, précisément, parce qu'on considère qu'ils n'ont pas la maturité psychologique pour comprendre les implications que ça peut avoir. Il y a quand même une littérature, mais aussi des documents. Oui, et il faut aussi parler aussi que ce sont pas les enfants qui prennent les décisions. Quand un enfant est traité pour la dysphorie de genre, les parents sont au courant, c'est tout le monde qui prend la décision. L'enfant ne va pas dire « Oh, je vais commencer... » Non, il faut que l'enfant soit d'accord, il faut que les parents soient d'accord, il faut que les personnes médicales qui soient autour de lui soient d'accord. Voilà, c'est pas l'enfant roi qui décide si oui ou non. Non, c'est nettement plus complexe. Documentaires qui sortent sur les détransitionneurs, donc des gens qui ont transitionné et qui le regrettent. Vous allez nous dire quelle est un peu la part parmi eux, mais comment ça se fait que alors que il y a ce groupe sur Reddit, une association qui s'appelle Post-Trans en Belgique, je crois, pourquoi ces voix ne sont pas entendues ou aussi peu entendues? Ça dit à quel point nous sommes en fait face à un discours militant et un discours idéologique, puisque la réalité ou les faits importent peu. Alors, pourquoi
Et c'est ça ce dont vous parlez. Donc là, on parle, par exemple, on peut prendre le fait que la dysphorie de genre, déjà, vous ne savez pas vraiment ce que c'est, vous ne savez même pas ce que c'est que le genre, etc. Et vous parlez de faits. Au bout d'un moment, vous êtes les personnes, toute la science actuelle est en faveur des personnes trans. Et toutes les études montrent qu'il y a des progrès grâce à la transition. Et vous êtes les seules personnes qui sont en mode... Ouais, ces chercheurs, ce sont de l'idéologie. Non, c'est pas de la vraie science. Sérieux ? Pour deux raisons. Ces militants ou ces personnes argumentent de deux façons. La première, ils disent que ces personnes sont très rares et que donc ça n'est pas significatif et que tout compte fait, on a sauvé peut-être 10 enfants pour en perdre un. Au bout du compte, on y gagne. Et c'est un peu... Bah, on peut voir la chose inverse. Vous voulez interdire la transition parce que malheureusement, des fois, bah ça marche pas. Vous avez conscience que sinon, dans l'immense majorité des cas, ça permet de sauver des vies ? Non ? Sérieusement ? Et oui, moi je suis pour qu'il y ait un diagnostic qui soit fiable, etc. Et pour ça, il faut aussi en parler. Il faut aussi dire ce que c'est la dysphorie de genre pour que des personnes qui se posent des questions puissent avoir des vrais renseignements et se dire effectivement, est-ce que j'ai une dysphorie de genre ou pas ? C'est pas en faisant un blocus sur les informations que ça ira mieux. C'est pas en disant oui, la transition, ou des fois ça fait des choses mal. Donc hop, faisons bloquer pour tout le monde. Non, faut arrêter là ces conneries. Le problème, c'est que c'est une affirmation qui est difficile à vérifier pour une raison très simple, c'est que les cliniques n'ont pas le suivi ensuite des personnes qui transitionnent. Et ensuite, ça semble être un problème quand même qui est plutôt devant nous que derrière nous, puisqu'on quitte progressivement toutes les mesures de prudence qui ont encadré jusqu'ici les transitions. Les transitions aussi jeunes n'avaient pas, c'est extrêmement récent. Et ce qu'on observe, c'est des voix de plus en plus nombreuses qui commencent à dire ça. Et donc, du coup, c'est un problème qui n'est pas encore évalué. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il grandit. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous lisez par exemple un sociologue comme Alessandrini, qui est le spécialiste, un des spécialistes en France de cette question des transidentités, il explique que ça n'est pas un problème, parce que quand vous écoutez ces personnes-là, et effectivement, il y a une ambiguïté chez ces personnes-là, parce qu'elles continuent, même quand elles détransitionnent, à être dysphoriques, à se sentir mal dans leur corps. Eh bien, dit-il, on se rend compte qu'ils ne reviennent pas à une identification simple, que ça fait partie de leur trajet, de leur parcours de vie, et que tout compte fait, il fallait qu'ils passent par là, et que ça n'est pas un problème. Il n'y a pas d'échec. C'est ça, il n'y a pas de souffrance. Il ne faut pas qu'il y ait de souffrance. C'est-à-dire que, alors, parfois il y a de la souffrance, mais qu'en insistant sur la souffrance, en fait, vous êtes un peu suspect de transphobie, parce que vous sous-entendez que le fait d'être trans puisse être source de souffrance. Bah si, malheureusement c'est le cas. La dysphorie de genre cause de la souffrance. La discrimination cause de la souffrance. La dépression cause de la souffrance. C'est pas cool d'être trans. Juste arrêtez. Et malheureusement, oui, des fois, bah, ça arrive. Enfin, il y en a qui font des erreurs, etc. Et les erreurs, ça arrive. Mais ce n'est pas parce que bah, ça se passe mal pour quelques-uns que on en revient toujours en boucle, en fait. Or, c'est comme si tu disais à des personnes du cancer, enfin, si tu vois, par exemple, sur une nouvelle chimio qui a été testée, je sais pas, pour un type de cancer spécifique, tu vois, par exemple, il y a 100 patients, et bah, il y en a 98 pour qui ça va les guérir, et pour 2 qui ne vont pas les guérir. Bah, c'est triste pour ceux qui n'ont pas les guérir, mais tu vas pas interdire cette nouvelle chimio, qui est malheureusement efficace que dans 98% des cas. Faut être réaliste au bout d'un moment, enfin... Si c'est une variante possible de l'identité, ça n'est pas en soi souffre de souffrance. Ou bien c'est vous qui le faites, qui êtes cette source-là par votre regard. Donc vous ne pouvez pas tout à fait dire ça. Donc cette souffrance, elle n'est pas audible. Elle n'est pas audible. Si, elle est audible. Mais je pense qu'en fait, ce sont vraiment les personnes qui sont en mode oui, on n'écoute jamais les personnes qui détransitionnent. Si. Faut arrêter de nous faire dire ce qu'on ne dit jamais. Faut arrêter. À tel point qu'il me semble que c'est au Canada qu'une clinique qui normalement fait des transitions, fait des opérations de transition pour des personnes en demande, a mis en place une cellule psychologique ou un département psychologique ou psychiatrique pour des transitionneurs. Qu'est-ce qui se passe dans cette clinique de quoi souffrent les personnes qui reviennent de ces détransitionneurs? Eh bien, elles sont peu nombreuses aujourd'hui. C'est effectivement, il y a un endroit où ça commence à avoir lieu. De quoi souffrent-elles? Eh bien, elles souffrent quand même toujours de dysphorie. Oui. Oui.
Mais c'est triste. Elles souffrent toujours, c'est-à-dire que la transition n'a pas réglé leurs problèmes. Elles souffrent toujours de troubles anxieux, de troubles de pensées suicidaires. Mais si vous êtes si fort, si vous êtes si doué, donnez-nous une méthode miracle. On l'appliquera. Parce que oui, malheureusement, la transition, ça marche dans beaucoup de cas, mais ça marche pas dans 100% des cas. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Trouvez-moi une autre solution. Au bout d'un moment, c'est facile de dire que oui, ça marche pas. Au bout d'un moment, donnez des solutions. Mais bon, quand on demande ça, il n'y a plus personne au comptoir, bien sûr. Et elles en sont un peu au même point. Et en plus, ce qu'elles disent, c'est qu'elles se sentent coincées entre deux corps. C'est-à-dire qu'elles se sentent dans un corps qui n'est ni l'un ni l'autre, un corps qui parfois ne pourra plus enfanter. Donc c'est des personnes qui tout d'un coup se rendent compte qu'elles ont le désir de devenir parents et ça n'est pas possible. Et donc il y a un deuil, quelque chose à faire, à accepter. C'est extrêmement douloureux. Oui, alors parce qu'on peut peut-être lever un tabou entre guillemets dans cette question de la transidentité, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe sur les corps quand il y a une transition et que plus tard elle est regrettée. Il y a eu des ablations mammaires, il y a eu des hystérectomies. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire le corps d'une détransitionneuse? Oui. Comment il est à la fin quand elle regrette? Parfois c'est assez terrifiant. En fait, ça, c'est vraiment la chose qu'on ne dit pas et qu'on ne voit pas. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on part du principe qu'il est possible de changer de sexe. Concrètement, il n'est pas possible de changer de sexe. Enfin... On n'a jamais dit de pas changer de sexe, c'est pour ça qu'on parle de personnes transgenres. N'écoutez jamais. On change de genre, pas de sexe. Et le but, c'est de réduire au maximum la dysphorie de genre. Et malheureusement, des fois, ça marche pas. Peut-être parce que les personnes, au début, n'avaient pas de dysphorie de genre. Ou peut-être que dysphorie de genre n'était peut-être pas vers un homme. Ou peut-être vers quelque chose de non-binaire. Peut-être qu'ils ont... Voilà, c'est plus complexe que ça. Et au bout d'un moment, de dire, oui, il y a des problèmes, oui, c'est cool, mais c'est vrai, et quoi? Et il y a énormément de personnes trans pour le dire. Vous avez beaucoup de femmes trans qui disent « Mais je ne suis pas une femme au sens plein, je suis une femme trans. On ne peut pas changer de sexe, on peut changer d'apparence. On peut changer de genre. C'est ça qui change tout. Et en fait, c'est pas compliqué, mais juste en tant que femme trans, moi aussi, mais j'ai aucun problème à me dire que je suis différente du femme cis. Il n'y a aucun problème. Mais juste, je suis une femme, point. Juste considérer moi comme une femme, point. C'est aussi simple que ça. Bref. Apparaître comme appartenant à l'autre sexe et, à la limite, pourquoi pas, si effectivement ça atténue un certain nombre de symptômes, bien entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça implique quand même un certain nombre de chirurgies qui sont tout à fait, dans un certain nombre de cas, terrifiantes. Terrifiante. Terrible. Non, dans la plupart des cas, ça se passe très 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 bien. Bref, il y a malheureusement dans une minorité de cas où ça se passe mal. Ensuite, je tiens à signaler que toutes ces chirurgies ne sont pas obligatoires. On peut très bien être un homme et décider de devenir une femme et ne pas faire de vaginoplastie. On peut très bien être une femme et, par exemple, vouloir être un homme sans faire d'ablation mammaire ou de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est en fonction de chacun et de chaque individu, qu'est-ce qu'il a besoin. Il n'y a pas de choses prédéfinies en disant oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Il n'y a aucun problème avec les personnes qui ne veulent pas faire de chirurgie. Et au contraire, si elles se sentent mieux comme ça, tant mieux. Il faut arrêter de penser que les gens veulent forcer des gens à faire des opérations, à faire des trucs. Non. Terrifiante. Parfois, il faut avoir de la chance, c'est-à-dire tout dépend sur qui vous tombez. Vous tombez parfois sur des bons chirurgiens, et puis il y en a qui tombent sur des chirurgiens épouvantables, qui sont pas du tout compétents. Alors là, ça, je sais pas, mais... Alors je sais pas comment ça se passe dans notre pays, mais je sais qu'en France, des hôpitaux qui font par exemple des chirurgies, par exemple des changements de sexe, il y en a très peu. Et voilà, ce sont vraiment des gens qui sont appris de bonnes techniques et qui ont beaucoup d'expérience. C'est sûr que si vous voulez faire une opération aussi importante, c'est un peu triste, mais malheureusement, il y a des hôpitaux où il y a, par exemple, qui vont faire... c'est sûr que si vous avez un hôpital qui a déjà fait des centaines d'opérations, ça va plus vous mettre en confiance que celui qui en a fait 2-3 avant de commencer, quoi.
Donc je sais pas, mais je sais par exemple en France ça se passe très bien, et puis les chirurgiens sont très bien. C'est toute une équipe, et puis voilà, donc c'était bien fait, et puis voilà, dans la plupart des cas ils savent que de toute façon ils nous disent les risques qu'il peut y avoir. Et puis même, par exemple, on m'a dit par exemple qu'il y avait une chance que je ne puisse plus devenir insensible au niveau des parties génitales. Et pourtant, parmi des centaines de cas, ça n'est jamais encore arrivé. Mais il y a une possibilité. Enfin bref. De toute façon, la technique reste très fragile. Qu'est-ce que ça signifie? En France, à partir de 14 ans, avec l'autorisation parentale, une femme, une jeune fille, peut se faire retirer les seins, c'est une mammectomie. Donc ça implique effectivement une reconstruction ensuite du mamelon, ça implique des cicatrices importantes, ça implique des sensibilisations de la zone. Ensuite, il y a vous avez un panel de possibilités. On vous offre plein de choses possibles. On vous dit, soit vous restez avec un corps... avec tel sexe, mais vous serez... Soit on peut vous construire un sexe masculin. Et donc, si vous êtes une jeune fille... Non, c'est pas vraiment une construction de sexe masculin. On va surtout pas se baser sur le clitoris dont la plupart de la partie est plutôt pas dans le corps. Et donc oui, c'est pas construire un sexe, c'est prendre à partir de ce qui est déjà là et essayer de former quelque chose qui en sera le plus ressemblant. On est pareil du côté de la vaginoplastie, où ça dépend des techniques, mais le but c'est vraiment de garder tout ce qui va être l'aspect sensoriel. Il y a plein de choses qui sont gardées, et ce sont des opérations qui sont très complexes. Enfin bref, c'est pas une création de sexe, non, ça ne se passe pas comme ça. On vous prend une partie du bras et puis on va vous construire un pénis à partir de cela. Et un pénis qui, évidemment, aura du mal à être fonctionnel. Oui, je suis allé regarder, du coup, c'est une phalloplastie. Oui. Pour moi, c'est une arnaque. C'est-à-dire que la personne n'a pas un pénis fonctionnel, elle doit activer une pompe pour avoir une érection. C'est assez monstrueux en réalité. Parce que le résultat, évidemment, n'est pas très convaincant. Vous n'aurez jamais un grand pénis. Oui, c'est... Est-ce que vous avez demandé en fait à ces femmes qui ont cette opération si ça leur plaît? Enfin, je suis désolé, ces hommes. Je suis navré, je suis désolé. Bref. Non, enfin, j'ai vu par exemple des personnes qui avaient fait cette opération et qui en sont très contents. Donc faut arrêter, en fait, les gens, c'est pas une arnaque, on vous dit ce qu'on fait, on vous explique comment ça marche, tu vois, t'es pas obligé c'est pas un truc genre ting, il faut que tu fasses, non. Déjà c'est petit, parce qu'il faut reformer un scrotum, désolé je rentre dans les détails, mais on reforme un scrotum avec les lèvres de la vulve, on prend une greffe de la peau. On dit à l'enfant, tu peux le faire, en fait on peut changer de sexe, c'est une erreur, tu n'es pas dans le bon sexe, ne t'inquiète pas, on va t'aider et on va réussir à te donner le corps que tu désires, que tu penses être le tien, on lui dit. Et en fait concrètement qu'est-ce que c'est? C'est un corps qui est inachevé. Une adolescente, par exemple, qui veut aujourd'hui changer de sexe, elle va rester de petite taille, elle va évidemment rester toute fine, elle aura du mal, comme on dit, à passer, parce que l'objectif pour ces personnes-là, c'est de réussir à être identifiées spontanément par autrui comme appartenant au sexe le passing, ce qu'on appelle le passing. Ça va être difficile, et quand bien même, elle l'aurait, elle se retrouve avec un corps qui a forcément une sexualité problématique. Si vous êtes une jeune femme, mais sachant que si t'as une dysphorie de genre, de toute manière, de base, ta sexualité est problématique. Voilà, donc au bout d'un moment, des fois, oui, avoir cette opération peut aider. Peut-être pour vous, vous ne comprenez pas, mais pour d'autres personnes, voilà. Qui est devenu un homme trans, et que vous avez un appareil sexuel évidemment aussi peu fonctionnel, ça va être compliqué. Enfin, et l'inverse est vrai pour évidemment le garçon qui devient une femme. Et alors là, c'est très très difficile. La vaginoplastie, il faut écouter effectivement les hommes, les détransitionneurs qui se retrouvent castrés avec un faux vagin et avec toutes les difficultés que ça peut impliquer, parce qu'il faut évidemment, alors là c'est très trivial, mais je pense que c'est important qu'on se rende compte concrètement de ce que ça signifie. Ça signifie qu'il faut faire des exercices pour garder un vagin qui ne se referme pas. Ah, tu parles de dilatation. Ça dépend des techniques. Là, tu parles, quand on parle... Non, maintenant, il y a beaucoup de techniques qui utilisent une partie du côlon et qui n'ont pas besoin de faire de dilatation. Bref. On voit que tu t'es un peu renseigné sur le sujet, mais à chaque fois, là, tu vois que la chose négative. Mais pour la plupart des personnes trans qui font cette opération,
à ces opérations, bah c'est sauveur. Parce que toi, tu te rends pas compte, mais quand t'as un sexe qui te rappelle toutes les secondes que t'es né dans le mauvais corps, bah sur le moral, bah ça va pas du tout. Donc rien que le fait qu'il ne soit plus là et que tu puisses avoir un substitut au sexe opposé, bah c'est salvateur. Effectivement, parce que déjà tu n'as plus cette horreur qui te fait chier, et juste, bah peut-être que c'est moins fonctionnel pas qu'un vrai vagin, si je ne dis pas le contraire, mais ça reste tout de même utilisable et fiable. Et puis voilà. Enfin, bref. Je pense que ces personnes ils prennent juste leur cap. Ils pensent comme si eux, n'ont jamais de dysphorie de genre, ils ne savent pas ce que c'est, etc. Et puis eux, ils se disent, oh bah non, moi je ferai jamais ça n'a aucun sens. Bah pour vous, peut-être. Qui puisse encore... Je crois que je vais faire... Donc c'est toute une technique permanente. En permanence, la personne vivra son corps comme un combat, comme une conquête, comme quelque chose qui est en réalisation, en devenir. Et donc, on n'est jamais arrivé. Et ça, je suis pas sûre que les adolescents qui s'engagent sur ce chemin-là en ont conscience ce que ça signifie. Je sais pas si tu as conscience en fait de ce que signifie la dysphorie de genre, que des parties qui soient absentes ou présentes alors qu'il ne faut pas te fassent souffrir. Parce que pour toi, en fait, tu ne vois que les inconvénients. Mais pour une personne qui a une dysphorie de genre, ça permet juste de vivre convenablement, en fait. Tout simplement, bref, je vais finir cette partie. J'en ferai, j'espère, juste une dernière. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bisous.